Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors je continue ma petite réflexion sur l'ange Nietzsche. Nietzsche l'ange. Parce que c'est comme ça que je vois cet homme. Et là, une chose m'est apparue dans ma réflexion intuitive de ce que fut sa vie, sa pensée, ses souffrances, ses espoirs manqués et les autres. Ce qui est curieux, c'est que finalement Nietzsche, son chemin, c'était de sa mère et sa sœur à sa mère et sa sœur. Il a commencé sous le regard de ces deux personnes et il a fini sous le regard et l'amour, l'affection, l'adulation, la, la vénération, peut-être, mais en même temps, la pression peut-être. C'est difficile de déterminer comment Nietzsche, les rapports que Nietzsche avait enfant avec sa mère. J'essaye de les comprendre à travers la correspondance. Euh, il a 5 6 ans, il écrit, donc son père est mort il y a 2 ans, il est pensionnaire, isolé de sa mère, isolé de tout le monde, dans un monde étranger, comme il le dit, et il écrit: je reste ton petit Fritz, et garde en affection ton Fritz, pense très souvent à ton fils Fritz, ton fils obéissant Fritz. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est très proche de ça. Et il fait toute une vie, et finalement quand il devient fou en 1980, en 1889, janvier 1889, il se retrouve avec sa mère et sa sœur. C'est eux qui lui donnent aussi la dernière affection. Entre-temps, est-ce qu'il a eu de l'affection? C'est pas sûr. Est-ce que son orgueil lui a permis d'avoir de l'affection? Dans une vidéo précédente, j'essaye de démontrer que non, que finalement son orgueil l'a rendu inapte à recevoir de l'amour. Des gens qui auraient pu l'aimer, Lou Andrea Salomé, euh, tous ceux qui étaient près de lui. Mais en fait, il mettait une telle hauteur dans les relations, peut-être, que c'était impossible d'avoir ce qu'il lui manquait, c'est-à-dire la pitié, la, la compassion. Il restait tellement haut que c'était pas possible de lui offrir ça. Et alors, une autre chose qui est vraiment incroyable, c'est que ce comportement l'a contraint d'une certaine façon à renier la bonté, l'humilité, la pitié, la compassion, enfin toutes ces valeurs qu'il jugeait euh, à repousser. Et voilà comment il meurt. Voilà comment il finit ce philosophe d'abord. Dans la rue, en Italie, un cocher maltraite un cheval. Il a travaillé comme un malade et je sais ce que c'est d'être dans une apnée
de travail, dans une exaltation féroce de travail, à quel point ça travaille l'esprit, mais lui, ça l'a d'autant plus travaillé qu'il était dans un esprit allemand, qu'il n'y a pas d'autodérision, euh, de capacité à prendre les choses à la légère, et d'autant que il venait d'écrire l'Antéchrist, où au moins ça devait être même inquiétant d'avoir écrit cet hymne violent à une sorte de liberté impossible et que personne n'aurait pu supporter. Donc, c'est un petit peu comme quand tu as fait une connerie parce que tu as picolé, tu as renversé une voiture et puis tu t'es enfui, j'en sais rien, un truc affreux, et puis tu te réveilles le lendemain avec une gueule de bois et un sentiment de culpabilité énorme. Alors, ceux qui n'ont pas de sentiment de culpabilité passent au travers, mais lui qui montrait à quel point ce sentiment était une souffrance inouïe pour lui, après avoir écrit peut-être l'Antéchrist, peut-être qu'il a ressenti en plus cette pression. Donc il marche dans la rue, il voit ce cocher qui maltraite ce cheval, lui qui refuse la pitié, la compassion, il se jette au cou de ce cheval, il protège ce cheval, il demande pitié pour lui, il demande de la compassion pour lui, et il s'écroule en pleurant, chose qu'il a peut-être jamais pu faire pendant toutes ces années, entre le moment où il a été pensionnaire à Porta et le moment où il est devenu fou. Il a peut-être jamais pu pleurer. Là, il peut pleurer. Il s'écroule complètement. C'est quand même incroyable. Et alors, le psychiatre, le psychanalyste italien qui le voit à ce moment-là, dit que il ne cesse le malade, d'abord, il se prétend être un homme illustre. Donc en fait, tout ce qu'il avait ressenti, tout ce qu'il avait senti de lui, qu'il était un homme illustre, mais qu'il le deviendrait, et que la société lui a refusé à ce moment-là, parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, et que c'est toujours comme ça. Mais qu'il n'avait pas l'âme latine capable de dérision et de recul pour pouvoir dire, bon ben c'est pas grave, voilà. Il n'avait pas ce tempérament-là. Alors qu'il a visité l'Italie, c'est pas pour rien, peut-être c'était justement pour essayer d'attraper ce tempérament. Et bref, il se prétend être un homme illustre, chose qu'il était, et il ne cesse de réclamer des femmes, lui qui n'en a jamais eu. Enfin, il ose parler de ce qui lui a manqué. Des femmes. C'est hallucinant, quoi. Une femme, des femmes. Voilà. Ce qu'il réclame dans sa folie, une fois que son esprit a lâché prise et passé de l'autre côté. Voilà une chose merveilleuse à voir sous cet angle, à mon sens. Saint Friedrich, Saint Fritz, le petit Fritz, oui, notre petit Fritz. Voilà comment on peut penser à lui.